Prince Joachim Murat, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci beaucoup. Bienvenue pour cette journée exceptionnelle. Voilà, c'est un numéro spécial pour le bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Bonaparte. Donc, je suis très heureux de vous recevoir à l'occasion de cette journée spéciale. Est-ce que vous pourriez vous présenter à ceux qui nous écoutent ? Oui, alors je suis l'heureux papa d'une petite fille, enfin une petite fille, elle a 20 ans maintenant. Je suis marié, j'ai 47 ans. J'ai fait mon service militaire comme officier dans les parachutistes et après j'ai passé ma vie à faire la promotion de technologies de souveraineté française auprès des gouvernements étrangers. Et depuis, j'ai été expatrié 7 ans en Inde pour un grand système d'état civil biométrique pour l'industrie française. Et maintenant, je suis cadre sup dans une société éditrice de logiciels. Alors, j'aurais une citation à vous proposer. Oui. Elle est de votre aïeul, Joachim Murat. « Sire, le combat finit faute de combattants. » Est-ce que ce n'est pas le problème du bonapartisme aujourd'hui ? Alors la citation, oui, la citation. Alors c'est marrant, c'est un clin d'œil de Murat au CID. Vous savez, en fait Murat, on fait toujours passer les maréchaux de Napoléon pour des brutes épaisses. Évidemment, Murat parlait parfaitement latin-grec, qui était tout à fait lettré. Donc en fait, il reprend une phrase du Cid, « Combat fini, faute de combattants ». C'est une phrase de Corneille dans le Cid. Et c'est tout simplement après la bataille d'Iéna en octobre 1806, la cavalerie de Murat pourchasse l'armée prussienne et l'élimine totalement. C'est une des prouesses militaires de Murat, une des très nombreuses prouesses militaires de Murat, mais c'est encore admiré dans toutes les académies militaires du monde, puisque c'est un cas unique où une cavalerie détruit la totalité d'une armée étrangère. Et donc, il écrit à Napoléon, « Sire, le combat finit, faute de combattants ». Alors, sur le bonapartisme, je vois ce que vous voulez dire. Alors le parti bonapartiste qui existait, qui a été fondé à l'époque juste dans l'immédiat, enfin plutôt à l'époque du Second Empire d'ailleurs, lui a été mis en sommeil par le prince Napoléon, feu le prince Louis-Napoléon en 1939, tout simplement pour éviter qu'il ne soit instrumentalisé par les nazis et par Adolf Hitler. Donc le prince Napoléon et le prince Murat vont faire la résistance ensemble. Donc le prince Murat ramène le prince Napoléon dans la résistance d'ailleurs, puisque le prince Napoléon était, à l'époque, en 1939, était exilé. Et alors le prince Murat, mon grand-père, lui, se fait tuer malheureusement par la division Das Reich, la division nazie qui a fait horreur sur Glane, et le prince Napoléon lui en sortira, mais il ne réveillera jamais le parti bonapartiste. En revanche, sur le fait que le combat finit faute de combattants est la situation des Bonapartes, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, au contraire, je pense qu'au contraire, qu'est-ce que c'est que l'idée bonapartiste en général ? C'est un État fort qui rétablit l'ordre et qui se justifie par une démocratie directe plus régulière par le biais de référendums, on appelait ça des plébiscites à l'époque, et dont le seul et unique objectif est l'intérêt et la défense des intérêts de la France et des Français et la défense de la souveraineté, de l'expression de la souveraineté populaire. Et donc la mise en place d'une élite qui ne défend que ces intérêts-là et qui ne défend pas une clique. Donc moi, il me semble que ça correspond beaucoup à l'attente d'énormément de Français, notamment, ça faisait partie il y a beaucoup d'attentes exprimées par les Gilets jaunes, mais dernièrement, il me semble qu'il y a des généraux et des militaires qui ont rédigé un courrier avec lequel je pense que l'immense majorité des Français sont d'accord d'ailleurs. Et tout ça est cet appel, cette attente évidente pour en fait plus de bonapartisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre aïeul, justement, Murat. le prince Murat ? Oui. Alors Murat, c'est le 11e... Alors c'est d'abord, il naît dans une famille très modeste, du Quercy. Vous savez, c'est toute cette région d'où viennent tous les cadets de Gascogne, les mousquetaires, c'est des gars solides. Murat, donc, c'est le 11e enfant qui naît en 1767 d'une femme dont sa mère a 46 ans. Elle a 46 ans, elle vient de faire son 11e enfant, et elle accouche de Joachim Murat. Joachim Murat, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un espèce de mélange entre Papacito, Greg Toussaint et Brad Pitt. C'est-à-dire un type, un Gaulois solide, intelligent et très très beau gosse. Et Murat, donc alors lui, il va aller au collège à Cahors. Ensuite il va faire le séminaire à Toulouse. Manifestement, la prêtrise, c'est pas sa vocation initiale. Donc il va rejoindre un régiment de cavalerie. Donc je vous la fais un peu courte. Alors après, évidemment, la Révolution française, il épouse très vite les idéaux de la Révolution. Il est capitaine, il me semble, la première fois qu'il rencontre le général Bonaparte lors des journées du 13 Vendémiaire. Donc c'est en 1795. Et là, donc en fait, Bonaparte doit réprimer une insurrection royaliste et Murat lui amène les canons qu'il ramène de la place des Sablons. Et là, Bonaparte tombe complètement sous le charme de cette énergie, de cette puissance, cette capacité de commandement
ce capitaine Murat qui dépasse tout le monde de 3 têtes, qui rayonne, etc. Et Murat tombe complètement sous la fascination de ce jeune général brillantissime, magnétique. Et là, en fait, à partir de là, leurs destins vont être totalement liés, et jusqu'à la fin, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, parce que la relation entre Murat et Napoléon n'est pas forcément, est pas de toute tranquillité, pas complètement apaisée. Mais donc d'abord le 13 Vendémiaire, ensuite évidemment Murat suit Napoléon à la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte. C'est grâce à la victoire de Murat à Aboukir que Napoléon peut quitter l'Égypte et remonter en France et faire son coup d'État du 18 Brumaire. Et c'est grâce à Murat d'ailleurs que Napoléon ne sera pas capturé par le Conseil des 500 et ensuite déclaré hors la loi et décapité, puisque à ce moment-là, donc, Napoléon malheureusement perd un peu Bonaparte à l'époque perd un peu la main sur les événements, et Murat rentre dans le Conseil des 500 avec sa troupe et dit: citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là dehors. Et voilà, donc le problème est... Après, tout sera revalidé par des votes. Hein. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire. Tout est ensuite validé par des plébiscites, etc. Et Murat va épouser la sœur de Napoléon, donc Caroline. À partir de là, donc, il deviendra maréchal, chef de cohorte de la Légion d'honneur. Il entre évidemment dans la famille impériale comme prince français, comme prince Joachim de Napoléon. Il est quasiment... Enfin, c'est une forme d'adoption, en fait, puisque à partir de là, son nom n'est plus Joachim Murat au sein de la famille impériale, mais Joachim Napoléon. Il est fait roi de Naples comme Joachim Napoléon Ier. Il est d'abord, évidemment, grand-duc de Berg et de Clèves en Allemagne. Et c'est assez marrant parce que l'héritage de Murat, grand-duc de... C'est la région de Düsseldorf, hein, Berg et Clèves, et c'est l'actuel Rouen. Et en 1806, en 2006, le bicentenaire du Grand-Duché de Berg, la mairie nous avait invités, parce qu'en fait, il y a encore un grand tableau de Murat. Vas-y, c'est le point de départ de l'industrialisation de la Roue, dans le textile et la sidérurgie, c'est Murat. On lui doit tout, c'est génial, on l'adore. Et les Italiens adorent Murat, puisqu'il est évidemment le point d'origine, et encore aujourd'hui appris dans toutes les écoles italiennes, de l'unité italienne. C'est le point de départ de l'unité italienne. Alors, il y aura fâchage entre Murat et Napoléon sur l'extrême fin, parce qu'ils avaient des visions très divergentes sur le développement du Grand Empire. Donc, et Murat avait une vision de l'Europe des nations, Napoléon avait plutôt une vision de domination française un peu dure. Mais finalement, Murat va, et ça c'est les travaux de Pierre Brandat que je salue, les travaux de la Fondation Napoléon, va prouver qu'effectivement Murat n'a absolument pas trahi l'empereur, puisque Murat fait un renversement d'alliance qui va durer 3 mois avec les Autrichiens. Murat fait l'unité italienne qu'il a voulu faire et arrête l'unité italienne au moment où il doit se battre contre les Français. Donc là, il dit non, on ne se battra pas contre les Français d'Eugène de Beauharnais. Et là, il écrit une lettre formidable à Napoléon, où Napoléon finit par lui dire: oui, tu as raison, Murat, c'est toi qui avais raison, il fallait faire l'unité italienne. Et là, Napoléon, malheureusement, se fait capturer, est envoyé à l'île d'Elbe. Et là, Murat, qui est toujours roi de Naples, Murat est toujours roi de Naples, donc Murat qui a tout à perdre. Et là, on le sait grâce à Brandat et à ses travaux sur les archives et des services secrets de Talleyrand. Et donc, en fait, Murat entretient une correspondance avec Napoléon pour préparer le débarquement et les 100 jours. Donc, et là, en fait, malheureusement, Murat perdra tout dans cette aventure, puisque Napoléon va débarquer, Murat va attaquer les Autrichiens pour aider le débarquement, mais Napoléon n'avait pas prévenu Murat qu'il avait un stratagème brillantissime qui était de dire que les Autrichiens étaient ses alliés, ce à quoi personne n'aurait jamais cru. Bon. Mais néanmoins, donc, Murat attaque les Autrichiens, Napoléon lui en veut, donc Murat ne sera pas à Waterloo. Donc Napoléon va perdre à Waterloo, évidemment. Murat se réfugie en Corse. Il aurait pu établir un royaume de Corse, mais il décide néanmoins, c'est un personnage de tragédie grecque, que non, il est le roi de Naples, il doit retourner à Naples, il débarque à Pizzo, il est capturé malheureusement à cause d'un débarquement raté, et assassiné le lendemain par la gendarmerie des Bourbons-Sicile. Est-ce que vous avez, de cette vie, des souvenirs historiques dans votre famille? Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez évoquer? Des souvenirs historiques aussi, vous pensez en termes d'objets? Un objet, des objets, voilà, un livre, quelque chose qui vous parle particulièrement. Il y a encore beaucoup d'objets dans la famille. Alors moi, un des objets que je trouve le plus émouvant, c'est la tabatière que Murat tenait quand il a été fusillé à Pizzo de Calabre. Ça, c'est un objet qui est toujours dans la famille. Et cette tabatière, enfin, c'est-à-dire la mort de Murat, c'est absolument extraordinaire. C'est lui qui a commandé le tir. Donc, il faut visualiser. Murat fait l'équivalent de 2 mètres aujourd'hui. Il a en face de lui un peloton de petits soldats de la gendarmerie du gouvernement des Bourbons à ce moment-là. Et en fait, il les met en ordre. Il leur dit: calmez-vous, parce qu'ils sont totalement impressionnés. Ils disent: on va tirer sur Murat. Et là, on a des témoignages très précis de l'époque. Et en fait, il va s'y reprendre à 2 fois. C'est-à-dire que Murat ne donne pas le tir une fois, mais 2 fois. Il leur dit: écoutez, maintenant, vous vous calmez. Armez. Très bien. On joue. Feu. Et tout le monde le rate. Il dit: bon, on va le refaire. Un peu de sérieux. Armez. Visez au cœur, épargnez le visage. On joue. Feu. Et là, il se fait tuer, etc. Et en fait, il est toujours pas mort.
Le type est une telle bête de guerre qu'il n'est toujours pas mort. Il vient de prendre 12 balles dans la peau à 6 mètres de distance. Hein. Il n'était pas du tout à 10 mètres. Moi, j'étais sur place, à 6 mètres de distance. Et donc, c'est l'infâme commandant du peloton qui va armer son pistolet et lui tirer 2 balles dans la tête. Donc, on va lui tirer 2 balles dans la tête. Et ensuite, après, Alexandre Dumas dira qu'on l'a en plus décapité pour lui amener la tête de Murat au Bourbon-Sicile, pour les rassurer en disant « ça y est, il est mort, vous n'avez plus rien à craindre ». Et voilà, donc non, c'est extraordinairement émouvant, la fin de Murat. Oui. Alors autour de ce bicentenaire, on a l'impression d'ailleurs que les Bourbons et les Murat et les Bonaparte sont un peu réconciliés autour Alors, de il n'y a l'histoire jamais de eu France. fâchage. Hein, il n'y a pas fâcherie. Alors, avec les Bourbons-Sicile, il y a forcément Oui, bien sûr. un peu de mauvais sang, je ne vous le cache pas, puisque c'est les Bourbons-Sicile qui ont fait exécuter Murat. Mais avec les héritiers, pas du tout. Enfin, il n'y a aucune raison. Il y a absolument. Et là, je dois dire que je salue la tribune du prince Jean d'Orléans, que j'ai le C'est plaisir ça, de lire c'est à dans ça le que je Figaro. faisais Je référence. trouve Oui. qu'elle est très belle tribune. Et je partage entièrement son avis. Et d'ailleurs, le prince Jean d'Orléans a des cousins. On est cousins entre les. Il y a un cousinage entre les Murat et les Orléans, puisqu'une des petites filles du comte de Paris avait épousé le prince Louis Murat, qui a descendance, les actuels princes Pierre, Bernard et Jérôme Murat. Et donc on est cousins avec les Orléans, on a toujours eu une grande amitié avec les Orléans. Je connais moins les Bourbons, je connais quelques Bourbons Sicile, je connais moins les Bourbons, ça je dois dire, je suis moins fan, pour être tout à fait honnête, et j'ai pas de lien d'amitié. En revanche, j'ai des liens de sympathie avec quelques Bourbons, mais j'ai surtout des liens d'amitié avec beaucoup d'Orléans. Oui. Qu'est-ce que cela vous a fait, ce jour historique, justement, quand vous avez appris que Emmanuel Macron voulait déconstruire l'histoire de France? Ouais. Oui, c'est vrai c'est quand même pas la première qui nous sort d'ailleurs, parce qu'il avait commencé par dire qu'il n'y avait pas de culture française. Alors là, je pense qu'il généralisait son propre cas. Je pense qu'il était en train de généraliser son cas personnel quand il disait qu'il n'y avait pas de culture française. Après, il nous a expliqué que la colonisation était un crime contre l'humanité. Alors ça, c'est un non-sens historique complet. Et maintenant, il faut déconstruire l'histoire de France pour lutter contre le racisme qu'on comprend être systémique de la nation française. Bon, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, parce que c'est vraiment, honnêtement, c'est tellement l'antithèse de ce qu'il faut faire en ce moment. La France justement est fracturée, divisée par tous ces courants qui sont manipulés par du néo-stalinisme ou de l'indigénisme ou du woke, ou ce que vous voudrez, dont l'objectif est vraiment de monter les Français les uns contre les autres le plus possible. Alors on essaie de monter les Français blancs contre les Français noirs, contre les Français arabes, contre les Français catholiques, contre les Français juifs, contre les Français musulmans. Et maintenant on essaie de monter les Français hétéros contre les Français homosexuels, contre les Français transgenres. On fait tout ce qu'on peut pour fracturer cette nation française, qui est une perle, qui est un bijou, et qui est un bijou qui manifestement agace beaucoup de monde. Et en revanche, par rapport à la déclaration de Macron, pour le moment, il a dit qu'il allait commémorer le souvenir de l'empereur. Et effectivement, l'année dernière, c'était le 250e de la naissance de Napoléon. La France nous a permis de commémorer la naissance de Bonaparte. Je vous rappelle qu'en revanche, il y avait une jurisprudence Jacques Chirac, qui lui, en 2005, avait interdit la commémoration et évidemment la célébration d'Austerlitz, et avait envoyé un porte-avions aux frais du contribuable pour aller commémorer Trafalgar. C'est merveilleux. Là, vous savez ce que disait Jacques Julliard de Chirac. Alors Chirac, il y a deux moments sympathiques chez lui. C'est évidemment le refus de la guerre en Irak, et ensuite le fait que c'est à lui qu'on doit effectivement la fin de la guerre des Balkans. C'est absolument pas à Bill Clinton, c'est à Jacques Chirac. C'est pour ça que les accords s'appellent les accords de Paris. Bon, ça c'est vrai. En revanche, en dehors de ça, j'aime bien la définition de Jacques Julliard qui disait de Jacques Chirac que c'est un clairon qui ne sonne que les retraites. Alors, l'empereur, est-ce que vous pourriez un peu nous dire ce qui vous fascine dans ce personnage dont on Napoléon, Napoléon, c'est vraiment la leçon. C'est ce qui vous apprend, c'est évidemment votre professeur d'énergie, mais c'est trop simple, cette histoire de professeur d'énergie. C'est plus que ça. C'est plus qu'un professeur d'énergie. C'est celui qui va vous apprendre que c'est possible de transformer sa vie en épopée. Vous comprenez ? C'est celui qui va emmener avec lui toute une génération de Français. Parce qu'en fait, alors évidemment, quand on regarde le personnage de Napoléon et ses réalisations, on est pris de vertige. On frise le messianisme. Enfin, c'est vrai que il n'y a aucune comparaison dans l'histoire mondiale. Aucune. On peut le comparer tant qu'on voudra à Alexandre, à César. En fait, non, il n'y a aucune comparaison. Napoléon est incomparable et n'a toujours pas été atteint en termes de génie, de réussite. Et
Donc on est pris de vertige. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est surtout cette période de la Révolution et de l'Empire. C'est une période, justement, les Français ont tous transformé leur vie en épopée. Ils en ont fait un destin. C'est cette époque où on ne réduisait pas la construction de soi à l'accumulation d'un petit patrimoine. C'était pas la réduction ad pecuniam. Vous voyez, c'était pas ce fameux triangle carcéral dont parle, je crois, Patrick Buisson. Croissance, chômage, pouvoir d'achat. C'était vraiment la construction de soi qui était... Il y avait un objet, il y avait la gloire, en fait. Et qu'est-ce que c'était que la gloire? C'était ça. C'était cette idée de faire de sa vie quelque chose qui nous dépassait, qui était un petit peu plus que nous-mêmes. Et c'est pas l'idée d'aller reveiller tout le monde et aller tuer son voisin, la gloire. Et cette idée de grandeur. Et cette idée qu'on peut faire de grandes choses ensemble. Et des grandes choses, c'est quoi? C'est par exemple diffuser les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, ce qu'ont fait les Français avec Napoléon. C'est l'idée d'établir l'état de droit, c'est-à-dire de faire marquer dans tous les pays et pas uniquement en France, qu'on est tous égaux devant la loi. Alors aujourd'hui, ça paraît parfaitement normal, mais on reproche à Napoléon des inégalités, ou je ne sais pas quoi. On a même osé dire, je crois que c'est Clémentine Autain, qui n'est apparemment pas à court d'absurdité, dire que Napoléon est antisémite. C'est tellement idiot que ça ne mérite pas de réponse. Napoléon, si vous voulez pas, à partir de Napoléon, tous les citoyens, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur race, leur religion, leur statut social, tous sont égaux devant la loi. Donc c'est ça la démocratie, c'est ça. Et cette idée-là, il va non seulement la graver dans le marbre avec le Code civil, mais il va surtout la diffuser partout par ses conquêtes. Donc pour moi, si vous voulez, voilà, Napoléon, c'est surtout une leçon de dépassement, de dire oui, c'est pas uniquement Napoléon, parce que si vous commencez à vous comparer à Napoléon, honnêtement, vous êtes bon pour la chlorazine à haute dose et il faut vous mettre dans un cabanon. Mais vous pouvez vous comparer un peu à Murat, vous pouvez vous comparer à toutes ces figures de l'Empire qui sont absolument incroyables. Ils ne sont pas uniquement des figures militaires. Vous avez des figures scientifiques, des figures intellectuelles, des figures... Les femmes, plusieurs femmes sous l'Empire ont connu des développements exceptionnels. Il n'y avait aucun problème avec l'homosexualité sous l'Empire, par exemple. C'est très drôle, ça. Alors que Napoléon est soi-disant quelqu'un d'autoritaire et d'abominable. Il n'a jamais rétabli quoi que ce soit sur l'homophobie qui était monnaie courante avant. Donc, Napoléon, c'est une leçon de dépassement, de construction de soi. Voilà, c'est comment on est un Gaulois solide, ouais, et qui croit dans des idées universelles. Et je sais que c'est un mot qui, en fait, finit par fatiguer quand on parle d'universel. Et moi, ça me fatigue. Mais c'est très important. Parce que qu'est-ce que c'est que l'universel? C'est ne pas se définir par rapport à une communauté ou à une appartenance communautaire. C'est-à-dire, je ne suis pas... Voilà, je suis blanc et catholique, donc, et français. Mais je suis d'abord blanc et catholique. Non, ça, c'est une communauté. Moi, je suis d'abord français. Et ensuite, effectivement, je suis blanc et catholique. Mais je suis d'abord français. Je suis d'origine maghrébine et musulman, et ensuite je suis français. Non, je suis d'abord français. Ensuite. Et en tant que français, je suis égal devant la loi, aussi égal que le prince Joachim Murat, aussi égal que... Voilà, c'est ça qu'a fait l'Empire. Et ça, je trouve ça magnifique. Et déconstruire ça, c'est totalement irresponsable. Je suis navré, mais là, je veux dire, je ne comprends pas. Justement, pourquoi certains s'attaquent à sa mémoire et cherchent à déconstruire? Alors, parce que quand on attaque, si vous voulez, Napoléon est vraiment dans le... Alors, Lenz, que vous avez reçu sur votre... Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon et le remarquable successeur, enfin, en tous les cas, reprend le flambeau de l'immense Jean Tullard. Donc, Thierry Lenz, qui a fait ce très beau livre pour Napoléon, que vous avez reçu, explique que Napoléon est en chacun de nous, Napoléon est en nous, parce qu'on vit dans une France d'héritage napoléonien, d'héritage, enfin je dirais d'idées napoléoniennes devenues folles, pour reprendre Chesterton, parce que honnêtement, la France de Napoléon, les masses de granit qu'il nous a laissées ont été beaucoup abîmées. Mais néanmoins, moi je pense que ça va au-delà de ça, je ne pense pas qu'il est tellement en nous, je pense qu'il est dans l'ADN des Français. Pour le coup, dans l'ADN de tous les Français, de toutes origines. Parce que justement, c'est une leçon d'intégration, Napoléon. C'est une leçon de réussite. C'est une leçon. Ce petit Corse qui ne parle pas un mot de français qui va devenir empereur des Français. C'est une leçon. Toute personne qui regarde le parcours de Napoléon ne peut être que subjuguée. Elle peut, c'est-à-dire quand même, waouh, bravo, quoi. Et en plus, à la fin de son parcours, si vous avez, comme la génération actuelle, moi j'ai été biberonné par Starsky et Hutch et Deux flics à Miami. Donc moi, mes héros, c'était la police. La génération actuelle, elle est biberonnée par Narcos, par engrenage, par des trucs qui sont plus sur les criminels sont des héros. Vous voyez. Et donc notamment le fameux Tony Montana, Scarface. Alors le personnage le plus badass de l'histoire, le vrai bandito, c'est Napoléon, puisqu'il s'enfuit de l'île d'Elbe, il refait un débarquement, il reprend le territoire, bon, il repart, mais tout de même il s'enfuit, il récupère son terrain, et après il a fait tellement peur à toute l'Europe
qu'on va le mettre sur une île au milieu de l'Atlantique, protégé par 3000 soldats, 3000 soldats sur l'île, et une flotte entière pour garantir la sécurité d'un océan, l'océan Atlantique, pour être sûr que Napoléon ne s'échappe pas. Pour un homme, 3000 soldats et toute une flotte pour protéger un océan. C'est absolument... Enfin, Pablo Escobar à côté et El Chapo, voilà, c'est des petits joueurs. C'est pour ça qu'en fait, bon, Napoléon ne peut que fasciner. Et c'est un exemple qu'il faut évidemment donner matin, midi et soir à tout le monde. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, Napoléon, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est de la vitamine pure. Et cette génération de Français qui ont fait l'Empire avec lui, voilà, c'est évidemment exemplaire. Quelle est la bataille napoléonienne qui vous agite le plus ? Alors moi, naturellement, c'est la bataille d'Eylau, puisque c'est Alors, c'est pas la plus belle bataille napoléonienne, hein, mais pour moi, c'est la bataille d'Eylau, puisque c'est la fameuse charge des 80 escadrons, donc c'est l'équivalent de 12 000 cavaliers qui ont chargé derrière Murat pour enfoncer les carrés russes. Et quand on fait une charge, vous savez, on n'en fait pas qu'une, hein, on en fait plusieurs, donc à répétition. Et cette charge d'Eylau, il faut voir 12 000 cavaliers qui arrivaient sur les soldats russes. Il y avait un mur de neige, on est à Eylau, à Kaliningrad, donc il y a un mur de neige, on est au mois d'octobre. Non, février, je crois. Je vous dis une bêtise, c'est au février. J'ai vu tellement, mais non, ça va être le 7 février, à vérifier. C'est impardonnable de ma part. Et vous avez ces charges de Murat, donc imaginez 12 000 cavaliers, 12 000 cuirassiers, donc harnachés. La terre tremble, le sol tremble. Il y a un rideau de neige, donc les soldats russes ne savent pas ce qui leur arrive dessus, mais ils entendent le grondement des chevaux. La terre commence à trembler, la neige commence à voler à mi-hauteur. Et d'un seul coup, la rumeur se répand, c'est Murat. Donc Murat crée la panique chez tous ses adversaires. Et là, il commence par entendre le bruit des chevaux, le bruit des cuirasses qui claquent et les hurlements. Figurez-vous, dans les mémoires des officiers russes, ils expliquent que dans les carrés russes, vous avez les soldats russes qui mouraient d'un arrêt cardiaque, qui mouraient de peur. Le soldat russe de l'époque, c'était pas un grand sensible. Donc pour qu'il meure de peur, c'est que on ne peut pas imaginer ce que c'est que cette charge d'Eylau. Ils ont pris un tremblement de terre sur le c'était incroyable. Donc voilà, c'est la bataille d'Eylau. Si vous en aviez une autre à choisir, parce que j'aime beaucoup la façon dont vous les racontez. Ah, si j'en avais une autre à choisir, ce serait pas une bataille, ce serait plutôt un épisode qui a préparé Austerlitz. Donc on est en 1805. Murat et Lannes viennent d'être nommés maréchaux. Murat est prince de la famille impériale. Il a une aura à travers toutes les armées mondiales qui est devenue colossale parce il a vraiment cette image quasiment de super-héros Marvel. Il est totalement invincible. Il est toujours au milieu des batailles, habillé de façon très voyante. Tout le monde lui tire dessus. Tout le monde cherche à le tuer. Personne n'y parvient jamais et personne n'y sera jamais parvenu. Et donc il a vraiment cette image d'invincibilité qui lui colle à la peau. Et là, il y a des ponts sur le Danube et la grande armée a besoin de traverser ces ponts pour poursuivre son chemin vers la... Tolstoï le raconte très bien dans Guerre et Paix. Il est magnifique cet épisode. Voilà. Et donc il y a ces ponts sur le Danube et les ponts sont minés. Et de l'autre côté des ponts, vous avez évidemment les Autrichiens. Et donc là, Murat et Lannes se disent, on a un problème, si jamais ils font sauter les ponts, on va perdre un temps fou. Donc Murat se dit, écoute, on va dire à Lannes, qui était vraiment un ami, pour le coup, ça a été un pote, c'est chez Lannes qui va se remettre de l'épisode espagnol, c'est chez machin, ils s'entendaient très bien, Lannes et Murat. Il dit à Lannes, écoute Jean, on va faire un truc, on va faire un coup de bluff. Et donc ils vont tous les deux tout seuls, dans leurs vêtements flamboyants, parce que Lannes aussi avait des vêtements tout à fait flamboyants, traversent le pont. Donc là, vous avez le général commandant la division autrichienne qui est de l'autre côté du pont, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a les Français qui arrivent, là. Tenez-moi immédiatement. C'est Murat, c'est Lannes, ils sont tout seuls. Donc là, Murat, Lannes arrive face au général de division ou général d'armée à ce moment-là autrichien, qui dit, écoutez, mon général, c'est merveilleux, bonne nouvelle, l'armistice a été signé, donc quittons-nous, bons amis, c'était formidable, la guerre est finie. Les petits, on revient pas, Murat, Lannes, sire, prince, monseigneur, ça doit être vrai, ils sont là tous les deux tout seuls, c'est que ça doit être vrai. Donc résultat, le bluff marche. Ils lèvent les armées, ils s'en vont. Il faut comprendre que la Murat et Lannes sont seuls face à un corps d'armée ennemi sur un pont miné. C'est du solide, quand même. C'est la France éternelle, ça, vous voyez. Je trouve ça... Alors, pour passer à quelque chose d'un peu plus sombre, quelles erreurs stratégiques vous
pourriez reprocher à Napoléon Bonaparte? Alors, je n'ai rien à reprocher à l'empereur, Bien sûr. puisque l'empereur est quelqu'un d'absolument incomparable. En revanche, s'il y a deux erreurs qui sont unanimement, la première, bien sûr, c'est d'avoir destitué les Bourbons d'Espagne et ensuite occupé l'Espagne. Ça a été une très grave erreur de la part de Napoléon, d'autant qu'il n'en avait pas besoin, puisque les Bourbons d'Espagne étaient alliés de la France depuis 1795. Donc, il n'y avait pas nécessité à le faire. Donc là, ça a été une très grave erreur. La seconde erreur, évidemment, c'est la retraite de Russie, la campagne de Russie. On ne peut pas la mettre uniquement sur le dos de Napoléon, d'ailleurs. Mais il y a eu des erreurs faites, notamment par, disons que le mouvement militaire qui devait rattraper Bagration et Marchettoli, donc deux généraux russes qui devaient être attrapés en Pologne. Donc ça n'aurait jamais dû être une campagne de Russie, ça aurait dû s'arrêter en Pologne. Malheureusement, les généraux, c'est Davout qui a bien fait son boulot, mais Jérôme, le petit frère de Napoléon, qui a raté la poursuite, en fait. Et résultat, Bagration et Barclay-de-Tolly sont partis s'enfoncer en Russie, et il a fallu les poursuivre. Mais au départ, la manœuvre de Napoléon était plutôt bonne, mais elle a été mal exécutée. Et donc, ça nous a coûté la campagne de Russie. Mais voilà. Donc, enfin, les deux erreurs, évidemment, c'est l'Espagne, bien sûr, et la Russie. Alors, au sujet des commémorations, est-ce que vous regrettez justement que le général Gudin n'ait pas sa place dans ces Alors non, commémorations cette année? oui, parce que si vous voulez, moi j'étais en février dernier, j'étais d'ailleurs avec le grand-duc de Russie, Georges de Russie, à Vyazma, qui est une ville au sud de Moscou, où on a retrouvé des corps de soldats français et on a retrouvé le Gudin pas très loin. Et donc moi, on a rendu les honneurs militaires et les honneurs religieux, orthodoxes et catholiques, aux ossements des soldats russes et français qui ont été retrouvés à Vyazma. Et ça a été très beau, ça a été fait en présence d'un détachement militaire russe et en présence de la délégation militaire française, superbement représentée d'ailleurs par le général Yvan Martin, qui a été remarquable, qui a fait un très beau discours. Donc on l'a fait ça en février. Alors là, Gudin, effectivement, c'est un peu dommage, parce que c'est une belle occasion de faire le rapatriement de Gudin et de lui rendre les honneurs militaires dans la cour d'honneur des Invalides le 5 mai. Après, c'est peut-être simplement décalé. Donc en revanche, sur les commémorations du 5 mai, c'est fait tout de même très à minima. Et là, je trouve ça dommage quand on parle d'un personnage et d'une période, surtout, aussi importante dans la construction française et aussi, je dirais, aussi porteuse de capacités et de fruits de rassemblement. Puisque vraiment, une fois de plus, sur la communauté musulmane, Napoléon a une fascination pour l'islam. Sur la communauté juive, c'est comme Napoléon qui fait le consistoire juif. C'est sur la communauté, surtout, il est rassembleur, Napoléon. Il est rassembleur. Donc sur la communauté noire, il y avait des régiments africains avec des généraux africains. Le général Dumas, qui était mulâtre, a même commandé Murat à une époque. Il était même le chef de Murat à une époque. Murat avait des généraux africains et des régiments africains. Alors évidemment, il y a cette histoire d'esclavage. Ça, c'est une faute indiscutable. C'est une faute morale que personne ne discute. C'est évidemment un recul par rapport aux acquis de la Révolution, ça ne fait aucun doute. Mais cette décision a été prise non pas pour des questions de racisme, elle a été prise pour des questions de géopolitique. C'est-à-dire que simplement, Toussaint Louverture, qui finit par déclarer l'indépendance de Saint-Domingue, alors qu'il avait juré fidélité à la République. Là, évidemment, Napoléon, non, là, on ne peut pas. Là, c'est pas possible. Donc, il attaque à ce moment-là. Mais il faut savoir que l'empereur, pendant plus de 4 ans, a subi les lobbies du sucre qui voulaient rétablir l'esclavage dans les... Et il a toujours résisté. Il n'en est pas question. Et en plus, c'est même lui qui ensuite abolit l'esclavage en 1814-1815, il me semble. Il réabolit l'esclavage. Et c'est la France tout de même qui est le premier pays à avoir aboli l'esclavage. Qu'est-ce qu'on vient nous attaquer là-dessus? J'aimerais qu'on dise un mot sur l'héritage de M. Erdogan et de la Turquie sur l'esclavage arabo-musulman qui a duré 13 siècles, qui n'est pas complètement terminé. J'aimerais qu'on dise que les Saoudiens, que les Qataris, que les Émiratis également nous en parlent, puisqu'ils ont tout de même beaucoup participé à cet esclavage arabo-musulman de l'Afrique, qui a duré également 13 siècles. Je lisais avec étonnement un représentant de l'île de Mayotte qui disait que l'esclavage à Mayotte n'était pas un problème de blancs, c'était un problème de noirs et d'arabes, où les noirs de Mayotte étaient esclavagisés par des noirs de Mayotte et par des arabo-musulmans. Donc moi je veux bien qu'on veuille faire un raccourci, qu'on parle évidemment de l'esclavage et de Napoléon, bien sûr, mais qu'on fasse, vous soutenez Napoléon, donc vous êtes esclavagiste, ça c'est totalement criminel comme démarche. Parce que ça c'est une volonté, si vous voulez, d'effacer un personnage qui est une soudure extraordinairement importante du peuple français. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Napoléon, c'est une soudure extraordinaire. Que vous aimiez ou vous n'aimiez pas votre ADN, c'est votre ADN. Donc il y a peut-être des grains de beauté que vous n'aimez pas, il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas, mais ils sont là. Et donc vous faites avec. Et vouloir les nier,
Voilà, ça me paraît complètement fou. Donc voilà, pour moi, effectivement, faire ce raccourci Napoléon esclavagiste, donc qui commémore Napoléon, commémore l'esclavage, c'est tellement idiot que c'est forcément criminel. Si vous voulez. À l'occasion d'un discours, il me semble que c'était devant le Sénat, mais vous rappelez que la France est encore une grande puissance. Est-ce que vous pouvez Alors, le dire? en fait, la France est encore une puissance. Ça, c'est une certitude grande. On n'est pas au niveau, évidemment, des États-Unis et de la Chine, mais on n'est pas loin derrière. On est quand même dans le top 5. C'est pas mal sur un monde qui a 200 pays. On est tout de même dans le top 5 en termes de puissance économique. On a tout de même un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. On a l'arme nucléaire. On a tout de même un vivier intellectuel absolument gigantesque. Puisque rendez-vous compte que évidemment, on cite souvent le cas des médaillés Field. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, nos universités, nos grandes écoles produisent des cerveaux sublimes qui malheureusement partent à l'étranger. L'actuel directeur de l'intelligence artificielle de Google est un Français. Thomas Pesquet, qui est quand même parti dans les étoiles. On en a beaucoup. Prenez DigiSnake. DigiSnake, c'est quand même vraiment pas mal, honnêtement, comme rayonnement français. On en parle très peu, ça. Quand même drôle. On va beaucoup parler de Camilla Jordana et de Iseux, mais on parle pas du tout de DigiSnake. Moi, il me semble que tout de même, c'est un autre impact et ça a une autre gueule. Voilà, donc non, oui, la France, évidemment, et elle a des capacités, je dirais, de renouvellement, de grandeur et de puissance, qui sont tout simplement son domaine maritime, c'est une évidence. On a le deuxième plus grand domaine maritime au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés, juste derrière les États-Unis, qui ont 11,1 millions de kilomètres carrés, juste derrière. Donc on est comme le seul pays, si vous voulez, au monde, qui est sur toute la surface de la planète. Donc la France est présente dans le monde entier, physiquement présente dans le monde entier. C'est tout à fait unique. On a aussi cette capacité extraordinaire qui est la francophonie, qu'on n'utilise pas. Voilà. Donc je pense que cerveau, domaine maritime, francophonie, si on rétablit un petit peu l'ordre, si on remet l'église au milieu du village, si vous voulez, en tous les cas, si on remet du bonapartisme, on saupoudre un petit peu de bonapartisme sur tout ça, c'est-à-dire qu'on se bat pour les intérêts de la France et des Français, on fabrique une élite, parce qu'on a besoin d'une élite, mais une élite qui ne défend pas une clique, mais les Français, et le tour est joué. Et vous savez, il y a un autre héritage de l'Empire napoléonien, enfin en tout cas de la période napoléonienne, c'est ce qu'on appelle la muratisation. Qu'est-ce que c'est que la muratisation? Je suis sûr que vous non, je ne connaissais pas. Dans le domaine militaire et de l'armement, on muratise une arme. Qu'est-ce que c'est qu'une arme? Une muratisation, c'est des munitions à risque atténué. C'est un jeu de mots, M-U-R-A-T, munitions à risque atténué. Donc on muratise en fait une bombe, un corps de bombe. Qu'est-ce que c'est que muratiser un corps de bombe? C'est que quand vous avez muratiser un corps de bombe, si vous tirez dessus à la 9 mm avec un pistolet automatique, elle est muratisée, donc elle ne va pas exploser. Il y a une forme de résilience sur la bombe, ce qui fait qu'elle résiste, elle n'explosera pas si vous tirez dessus. Mais si vous tirez dessus trop longtemps, elle va exploser. Alors, et moi, je trouve que la France est muratisée complètement. Elle est remarquablement muratisée, parce qu'après près de 300 morts et 1000 blessés, pas un acte islamophobe, la France est quand même exceptionnelle, pendant que les médias passent leur temps à nous traiter de racistes et d'esclavagistes, comme si on était tous des espèces de Dupont-Lajoie prolos avec la main crispée sur le fusil de chasse, prêt à partir en ratonnade dès qu'on nous dira qu'il y a eu encore un vol de sac à main. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La France est totalement muratisée, mais attention, la muratisation, elle a une limite. Donc là, je trouve qu'on a pris quand même beaucoup de cartouches. Et je parle des Français, de tous les Français, de tous horizons. Je vous citais Papacito et Greg Toussaint. Ce sont des vrais patriotes. Il y en a un qui est d'origine strictement espagnole, et l'autre qui est mauricien, je crois, ou réunionnais. Et qui sont des vrais patriotes, si vous voulez. Donc les Français de tous horizons en ont un peu ras-le-bol de prendre cartouche sur cartouche de la part de cette espèce de magma de la bien-pensance dont l'objectif est simplement de détruire le concept de nation. Et la muratisation a une limite. D'ailleurs, cette lettre des généraux le prouve. Et je pense qu'il faut remettre un petit peu de bonapartisme dans la gestion de l'État. Il faut repasser, je dirais, de l'administration des choses, qui est aujourd'hui, on n'est plus dans le gouvernement, on est dans l'administration des choses, au gouvernement des hommes. Il faut repasser l'administration des choses au gouvernement des hommes en saupoudrant un petit peu de bonapartisme. On disait que le gaullisme était un bonapartisme modernisé, il est temps de moderniser le gaullisme. Une note un peu plus légère, Murat et les femmes. Est-ce que vous avez une anecdote particulière? Il est très amoureux de sa femme. Hein, très bien. Ça, c'est vrai, il était vraiment très amoureux de sa femme. Mais bon, il était cavalier. Il était très beau. Il était confronté à la menace de la mort en permanence. Donc il avait un goût, une puissance d'exister, si vous voulez, comme dirait Nietzsche ou Michel Onfray, cette fameuse puissance d'exister. Il avait une puissance d'exister, je dirais, très portée à un niveau très élevé. Donc oui, il a eu beaucoup de conquêtes, et j'ai très certainement partout en Europe des cousins que je ne connais pas et qui ne savent même pas qu'ils sont mes cousins. J'en ai certainement très nombreux. Et puis pour terminer, quel est le secret des Murat pour se transmettre
le goût du service de la France de génération en génération. Ah, Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? alors qu'est-ce que je Qu'est-ce dis qu'on vous par exemple à explique? ma fille? Qu'est-ce que j'explique à ma fille? J'explique à ma fille que pour moi, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est facile à démontrer. C'est pour moi la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, même après qu'elle a été tellement abîmée, la France même qu'on la connaît aujourd'hui, et pour moi, c'est la plus belle réalisation de l'esprit humain. C'est très orgueilleux et très arrogant de dire ça, mais pour moi, vraiment, la France, c'est la plus belle réalisation de l'esprit humain parce que c'est ce pays qui a su, si vous voulez, avec énormément de violence, puisque la France est quand même un pays vraiment de l'ultra-violence, avec énormément de révolutions. Donc j'en reviens un petit peu sur la muratisation. Quand je fais une comparaison entre la France et un corps de bombe, c'est pas complètement inexact. Il y a une vraie possibilité éruptive en France. Mais avec énormément de violence, si vous voulez, la France a réussi à établir une société, justement, cette société d'acceptation, dans la mesure où on respecte la ligne droite, la ligne gauche, et qu'on marche dans les clous. Tout le monde est le bienvenu en France, et tout le monde peut s'exprimer librement, et quelle que soit son origine. Je veux dire, c'est quand même vraiment, très très franchement, le seul pays au monde où c'est comme ça, où c'est vraiment sans aucun problème. Le reste, ça finit par... Ça a été le premier pays au monde où ça a été comme ça. C'est lui qui a diffusé toute cette idéologie-là, en fait, ces idées chrétiennes qui sont diffusées, qui sont devenues des idées révolutionnaires et napoléoniennes, mais qui sont des idées chrétiennes, qui sont magnifiques. Et pour moi, ça, c'est la plus belle réalisation du genre humain. Et c'est effectivement le peuple français qui l'a porté, c'est comme ça. Historiquement, il n'y a pas photo. Il y a eu d'autres peuples qui ont eu des idées très belles, mais ça n'a servi à rien. Ça ne s'est pas transformé dans les faits. C'est la France qui a fait Vous avez des très belles idées des Lumières chez les philosophes indiens, mais il n'y a pas eu de conséquences. Vous avez certainement de très belles idées des Lumières dans les philosophes arabo-musulmans, mais les conséquences ne sont pas aveuglantes quand on regarde l'Arabie Saoudite ou le Koweït. Donc, si oui, voilà, c'est vraiment cet accélérateur, cette explosion des Lumières grâce à la France. Et encore aujourd'hui, cet universalisme est le seul bouclier qu'on a contre ce délire multiculturel. Le multiculturalisme c'est un poster, si vous voulez, pour masquer une volonté de nous diviser au maximum. Si on a 2 minutes, ça va. J'ai pas envie de perdre les téléspectateurs, enfin les spectateurs là-dessus, mais je vais vous faire un parallèle sur ce que c'est que la convergence des luttes de deux mouvements a priori complètement opposés, mais qui se retrouvent. Vous avez une première convergence des luttes qui a été magnifiquement démontrée par Christopher Lasch, Kluskar et Jean-Claude Michéa, magnifique penseur de gauche, Jean-Claude Michéa, qui est la convergence de lutte entre l'ultracapitalisme financier et la gauche libertaire, en gros, Cohn-Bendit, mai 68. Une convergence de lutte évidente entre des intérêts d'une jeunesse de gauche libertaire qui voulait jouir de tout de suite sans entrave, et un capitalisme financier qui s'est dit c'est super, ça nous va très bien, parce que nous, justement, on en a marre du capitalisme industriel où il faut attendre les intérêts des capitaux très longtemps, il faut investir pendant longtemps, faire de l'argent. Non, on veut du fric tout de suite. Donc Wall Street a vu ça et hop, merveilleux. Et le résultat de tout ça, évidemment, ça a été l'Europe de Maastricht, ça a été l'explosion de la finance dans les affaires d'État, notamment sous Mitterrand, le fameux soi-disant tournant de la rigueur, où on a tout privatisé. Enfin, voilà. Donc ça a été ça. Il y a une autre convergence des luttes aujourd'hui, je trouve, qui a remplacé cette gauche libertaire par les néocoloniaux, mais qui gardent toujours la finance capitaliste. La finance capitaliste, la finance Wall Street, pour faire une caricature. Cette convergence des luttes, elle est très simple. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de 2008 et le mouvement Occupy Wall Street. Le mouvement Occupy Wall Street a foutu une trouille bleue au capitalisme financier, parce que d'un seul coup, ils ont vu les Américains dire il y en a assez des hyper riches, vous êtes les 1%, on est les 99%, on va vous plomber. Et là, d'un seul coup, ils se sont dit, mince, on leur a vendu le rêve américain qui est du bidon complet. On leur a vendu le rêve américain pour qu'ils continuent à dire, oui, libéralisme, c'est le bonheur, si jamais il y a trop d'États, je ne pourrai jamais devenir milliardaire. C'est évidemment du bidon. Mais maintenant, ils ne l'achètent plus, là. Ils sont en train de manifester. Donc, pendant un temps, je dirais, pour détourner l'attention de ce mouvement Occupy Wall Street, on a eu le terrorisme, on a eu plein de choses, on a eu des choses comme ça. Mais là, merveilleux arrive, est vraiment utilisé, et ça marche très très bien. C'est un très bel outil de diversion. Le wokisme, là, ces trucs des éveillés, enfin, des illuminés, et qui permet de monter les uns, tout le monde contre tout le monde. Et donc de faire oublier que ceux qui planent au-dessus, les fameux 1% qui étaient pointés du doigt par Occupy Wall Street, eux ont peut-être des comptes à rendre. Parce qu'eux accumulent des centaines de milliards, pendant que nous, on entre dans un long tunnel noir de précarité, parce que la crise du Covid va mettre des milliers de gens, des millions de gens à la rue.
Voilà, et je pense que si vous voulez, il y a une convergence des luttes là, et exactement comme les libertaires, il y avait une convergence des luttes malgré eux avec Wall Street, il y a également une convergence des luttes entre ce mouvement colonialiste et la finance, et le capitalisme financier. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que ce sont tous les médias tenus par la finance capitalisée, par le capitalisme financier, Fox News, non pas Fox News, mais CNN, le Washington Post qui appartient à les autres, qui sont des caisses de résonance de ce délire indigéniste. Enfin, donc pour moi, le seul bouclier contre ça, contre cette très dangereuse convergence des lustres, dont l'objectif est à nouveau de péter complètement les nations et de transformer tout un chacun en tube digestif endetté, si vous voulez, c'est un petit peu ça le projet, donc en consommateur. Le seul bouclier, c'est ce bouclier mis en place par la France en 1789, consolidé par Napoléon et maintenu par la monarchie et ensuite par la République. Il ne faut pas oublier que la Restauration a maintenu ça. C'est cet universalisme. Et là, ça, il n'y a que la France. On lui reproche suffisamment comme ça. Eh bien, merci, Prince Joachim Murat. Merci de nous avoir accordé cet entretien en cette belle journée du 5 mai. Merci beaucoup. Voilà. Et vive l'empereur. Et vive l'empereur. Et merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous le rappelons, nous sommes disponibles en podcast également. Et puis, surtout, n'hésitez pas à contribuer à notre chaîne, puisque nous sommes bénévoles et que l'indépendance a un coût, et bien à contribuer sur Tipeee, sur les liens qui vont s'afficher sur cette vidéo. Et puis, très bon mercredi à tous. À bientôt.